Je tiens aussi à remercier toute l'équipe Vinidae et IFE Wine, et particulièrement Céline Carrefour pour l'organisation du webinaire, ainsi qu'Amy Schneider, c'est lui qui a conçu vraiment l'idée du webinaire, mais aussi du titre, qui est le concepteur vraiment du titre. Alors, quand Rémi il m'a proposé les titres, j'ai resté quelques minutes dépitative parce que moi-même, j'enseigne en DNO de Dijon les produits et les pratiques œnologiques. Et chaque fois que je parle des intrants chimiques, les étudiants posent énormément de questions. Ils expriment vraiment des préoccupations parce qu'ils veulent comprendre comment on peut continuer à produire des vins de certaines images, de certaines renommées, de certaines typicités variétales en diminuant de plus en plus les entrants, surtout les entrants chimiques, et surtout comment réfléchir pour dessiner les vins du futur, qui sont les vins qui s'inscrivent à 100% dans la durabilité. Alors, dans ces concepts, j'ai décidé de commencer cette présentation en vous soumettant quelques mythes et réalités pour cerner un peu le périmètre qui est assez large concernant les intrants chimiques et susciter, si possible, un débat à la fin de ma présentation. Alors, quand on parle de la réduction des intrants, pour moi, c'est un vrai enjeu sociétal. Et si on ajoute la nouvelle forme qui concerne l'étiquetage des vins qui sera appliquée à partir de 2023, où là, les consommateurs il auront accès à la liste intégrale des produits œnologiques que les vins ont vus, on comprend qu'il y a de plus en plus une pression importante sur la production. Alors, quand on parle des intrants chimiques, on s'intéresse particulièrement au SO2, qui est vraiment un agent chimique un peu plus ou moins caché dans tous les cahiers des charges de la vinification. On le trouve vraiment partout à des concentrations très variées. Et le SO2, il est connu depuis maintenant bien une dizaine d'années, qu'on souhaite limiter sa présence dans le vin pour éviter ces effets néfastes qui concernent l'expression d'une certaine qualité des vins. Alors, le SO2 il est utilisé en œnologie essentiellement pour sa capacité antioxydante. Et c'est ma vision personnelle, je pense que les alternatives qui sont de plus en plus proposées, qui sont déjà inscrites dans la charte des produits œnologiques, sont des alternatives qui peuvent plus ou moins compléter son action pour aller vers une réduction importante de sa dose finale dans les vins produits. Alors, le SO2, il est employé en œnologie essentiellement pour sa capacité antioxydante, pour lutter contre des phénomènes très complexes de l'oxydation de vin. Et quand on parle de l'oxydation de vin, on utilise essentiellement deux termes qu'on peut retrouver un peu dans la littérature, l'oxydation prématurée et la stabilité oxydative. Alors, je tiens vraiment à vous donner aujourd'hui la définition ou les définitions de ces deux termes, parce que vous allez comprendre que selon la définition de chaque terme, on estime des choses qui sont très différentes et surtout que les équipes de recherche qui sont associées au développement de ces termes proposent des outils de décision qui vont permettre par la suite, plus ou moins, et je vous laisse faire librement votre choix à la fin de ma présentation, des outils d'état de décision pour aller vers la catégorisation des vins qui peuvent entrer dans un itinéraire de vinification de plus en plus minimaliste, parce que personnellement, je crois que tous les vins ne peuvent pas être faits sans entrants chimiques. Alors, concernant la définition de l'oxydation prématurée, on parle vraiment du terme qui explique le vieillissement précoce et non voulu des vins qui arrivent à 2 ou à 3 ans après la mise en bouteille. Et c'est un problème majeur qui touche tous les cépages blancs de tous les pays, de toutes les régions viticoles. Et malheureusement, c'est un phénomène qui est irréversible. Par contre, il est quantifiable parce qu'on peut doser de manière précise les composés essentiellement volatiles qui
exprime ces stades évolués au niveau de l'oxydation des vins après la mise en bouteille. Et ces composés volatiles sont associés à des odeurs qui donnent des notes sur le vin, comme l'écurie, la noix, la rose fanée, les miels ou la cire. Alors, de l'autre côté, la stabilité oxydative, c'est un terme qu'on a créé au laboratoire dans notre équipe de recherche, qui est composé essentiellement par moi-même et le professeur Régis Goujon. Et avec Régis, depuis mon recrutement, on a essayé vraiment de développer une approche analytique innovante pour essayer d'estimer la capacité propre à chaque vin à résister à l'oxydation au cours de son vieillissement. C'est pour ça qu'on a créé le terme de la stabilité oxydative. Et on comprend aujourd'hui que les origines de la stabilité oxydative des vins blancs sont multiples. On peut interroger les climats au sens large du terme, comme la météo, ou les climats au sens bourguignon, les matériels végétaux, les pratiques œnologiques et d'autres paramètres œnologiques. Alors, ces termes aussi expriment le besoin des professionnels de continuer de produire des vins qui sont résistants, ça veut dire des vins qui ont un potentiel de garde assez important. Et c'est pour ça, nous, on avait comme vocation de produire ou de fournir des outils d'aide à la décision pour permettre de cerner les conditions de vieillissement qualitatif pour aller de plus en plus vers une œnologie personnalisée que je supporte personnellement. Alors, la stabilité oxydative, c'est vraiment le terme qui intègre la complexité, la diversité des vins des régions monocépages, comme la région de la Bourgogne. On parle de la diversité et la complexité des chardonnays, du mâconnais jusqu'à du chablis. Et après, on peut intégrer la diversité et la complexité d'autres cépages blancs. On intègre aussi des phénomènes qui sont multifactoriels, comme je viens d'évoquer, et surtout, quand on parle de la stabilité oxydative, il faut être conscient qu'on introduit un terme qui explique un phénomène qui est évolutif dans le temps. C'est pour ça, c'est important de comprendre que la stabilité oxydative exprime la résistance d'un vin à un instant T de sa vie. Et ce terme est devenu vraiment l'identitaire de notre équipe de recherche. Alors, allons un petit peu au cœur du sujet. Alors, la stabilité oxydative, elle est associée à l'oxydation. On va voir comment, quel est le mécanisme. Alors, les vins, après la fermentation alcoolique, où là, l'oxydation chimique peut avoir lieu, le vin, il sera en contact avec l'oxygène moléculaire, qui lui-même, il va se réduire en présence de métaux et former des radicaux libres qui peuvent par la suite oxyder tous les électrophiles du milieu. Alors, les principaux électrophiles qui peuvent être oxydés sont l'éthanol, qui va donner de l'éthanol, et les composés phénoliques qui vont produire les quinones, les espèces oxydées des composés phénoliques. Alors, les quinones, par la suite, peuvent entrer dans une cascade de réactions. Elles peuvent réagir avec les antioxydants qu'on connaît aujourd'hui, qu'on emploie en œnologie, le glutathion, le SO2, l'acide ascorbique en premier. Après, elles peuvent réagir avec les thiols variétaux, les composés phénoliques, les acides aminés. Et on a comme conséquence une perte des antioxydants en premier. En deuxième, une perte aromatique à travers la diminution de la dernière antiols variétaux, un brunissement de la couleur et la formation des aldéhydes d'oxydation qui rappellent les notes oxydées d'un vin évolué. Alors, pour lutter contre cette oxydation, pour stopper ou freiner, les vins possèdent ce qu'on appelle nous-mêmes les métabolômes antioxydants. Et je reviens tout de suite. Alors, pour schématiser, on a une flèche qui nous indique les composés qui sont pro-oxydants, qui entrent dans le schéma de l'oxydation des vins blancs, les composés phénoliques et les métaux qu'on connaît, qu'on peut doser, qu'on peut suivre. De l'autre côté, on a à notre disposition les principaux antioxydants employés en œnologie, qui sont l'acide ascorbique, le glutathion et les SO2. Alors, ces trois produits œnologiques,
ne peut pas garantir, aujourd'hui, il n'y a aucune vraiment étude scientifique qui permet de corréler la présence de ces antioxydants avec un vieillissement qualitatif dans un vin. Alors, ces trois produits, de manière singulière ou de manière combinée, ne sont pas ou qui partiellement peuvent garantir une diminution au niveau de l'apparition de phénomènes d'oxydation. C'est pour cette raison que notre guide de recherche a voulu vraiment dévoiler la face cachée de la stabilité oxydative des vins blancs et on a voulu vraiment identifier et caractériser le bagage moléculaire des vins blancs qui est associé au vieillissement qualitatif. Alors, ces bagages moléculaires, on les représente sous le nom de métabolome antioxydant qui représente lui-même la résistance intrinsèque de chaque matrice contre l'oxydation qui nous amène par la suite vers la représentation de l'effet du millésime ou de l'effet matrice. Alors, pour caractériser le métabolome antioxydant, on a développé une approche analytique croisée multi-échelle qui se repose sur deux grands piliers. Le premier pilier repose sur l'expertise du professeur Esgoujon et de l'expertise du professeur Félix Micoplan via le profilage moléculaire fin des vins sur la base des analyses par spectrométrie de masse. Et l'autre pilier est basé sur le développement des indices physico-chimiques basés sur la chimie radicalaire pour exprimer ou révéler la composante soufrée des vins. Et ça, c'est plutôt mon apport au niveau de l'investissement. Alors, le croisement de ces deux approches analytiques complémentaires et leur application sur un large nombre d'échantillons, intégrant l'effet millésime, l'effet matrice, les pratiques kinologiques, nous amène vers la construction d'une base de données qu'on appelle métabolome antioxydant, qui est devenue par la suite l'expertise dijonnaise. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, quand on parle de l'estimation de la stabilité oxydative à un instant T, on propose aujourd'hui deux indices physico-chimiques. Le premier est basé sur l'initiation chimique de l'oxydation par réaction de Fenton, où là, on voit des signatures identitaires de chaque matrice 20 à un instant T et qui correspondent à la consommation des radicaux qui sont produits après l'initiation chimique de l'oxydation. Alors ici, un petit exemple, je n'ai pas de curseur. Voilà. Alors ici, je vois la signature, par exemple, du vin en bleu, qui est un vin qui représente une faible intensité en radicaux, chose qui signifie pour nous que ce vin, naturellement, il a consommé très rapidement les radicaux qui étaient formés après l'initiation chimique de l'oxydation. A contrario, le vin avec la signature noire, c'est un vin qui est plutôt peu résistant, moyennement résistant, parce qu'il nous donne une signature qui est proche du vin modèle, qui est représenté ici en rouge. Alors, on voit qu'on a une caractérisation des vins qui est identitaire de leur composition à un instant T. Et pour aller un peu plus loin, on a voulu modéliser cette signature chimique de chaque vin. Pour ça, on utilise trois paramètres, l'intensité maximale des radicaux formés, le temps d'arrivée au max et la pente. Alors, l'indice physico-chimique RPE, c'est un indice qui est très fiable, qui nous donne une discrimination très fine de vins issus des modifications vraiment très, très légères. Là, par exemple, on peut questionner l'impact du sulfitage sur une matrice donnée ou d'autres. Par contre, il s'agit d'une méthode qui est très fastidieuse du point de vue de la mise en place au laboratoire, qui est longue. C'est pour cette raison que pendant la thèse de Rémi Romani, on a voulu vraiment développer un outil complémentaire qui repose aussi à la chimie radicalaire et on a optimisé le protocole qui était utilisé pour le vin rouge qui concerne l'indice de BPH. Alors ici, à travers du changement de la couleur qui correspond à la consommation d'un radical standard qui est le DPPH, le vin va exprimer sa capacité à résister à cette attaque du radical.
Alors, l'indice de ppH, il se résume à la mesure de IC20 qui correspond au volume de chaque vin à un instant T nécessaire pour consommer 20% des radicaux ajoutés dans le vin. Alors, si on compile tout ça, on voit que l'application de deux indices physico-chimiques sur un large nombre d'échantillons, en couplant avec le profilage moléculaire à travers de l'analyse par spectrométrie des masses, nous amène pour la première fois, pour la matrice des blancs, de qualifier la diversité et la complexité des matrices fraîches en cours d'élaboration. Deuxième chose, c'était vraiment la création de la base de données du métabolome antioxydant, qui est une base de données intra-laboratoire composée essentiellement des acides aminés, des peptides et des thiols, connus et inconnus. Alors aujourd'hui, cette base de données nous permet, indépendamment du millésime, de l'appellation des opérations préfermentaires ou post-fermentaires, d'établir si un vin il est vraiment résistant, moyennement résistant ou très résistant à l'oxydation. C'est pour ça qu'on est arrivé à modéliser la capacité antioxydante des vins. Et on voit ici qu'on a construit un modèle sous la base des indices physico-chimiques. Et on voit qu'on a une zone représentée par le point vert qui correspond aux vins qui sont résistants à l'oxydation. Tandis que les vins qui se positionnent dans la zone intermédiaire, représentés ici en orange, sont plutôt les vins qui sont moyennement résistants, tandis que les vins qui sont représentés en rouge sont les vins qui sont très peu résistants à l'oxydation. Alors, ce modèle, il est vraiment actif au laboratoire et il a été développé pour le chardonnay, mais il peut être étendu à d'autres cépages blancs pour vraiment arriver à caractériser et classifier les matrices en cours d'élaboration selon leur capacité antioxydante qui les relie une certaine stabilité oxydative. Alors, on veut aller un peu plus loin. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de ces échantillons, ils étaient mis en bouteille pour être analysés dans le futur, d'un peu, pour aller dans un modèle, cette fois-ci, pas de classification, mais de prédiction, sous la base des indices physico-chimiques qui expriment la stabilité oxydative des vins. Alors, si vous voulez me demander maintenant, est-ce qu'on peut vraiment quantifier la stabilité oxydative des vins? Si vous avez suivi un minimum en présentation, vous allez comprendre que ma réponse est positive. Je vous dis oui, on peut quantifier la stabilité oxydative des vins à un instant T de leur vie, chose qui nous amène vers une immunologie personnalisée pour mieux comprendre comment on peut adapter les conditions d'élaboration et par la suite du vieillissement des vins pour aller vers le maximum du vieillissement ou du potentiel de garde. Alors, nos études des 7-8 dernières années, vous comprenez bien qu'on a questionné la fenêtre des opérations post- et pré-fermentaires concernant la vinification blanc. Ici, je vous présente de manière très synthétique les poids des opérations œnologiques sur la stabilité oxydative des vins blancs. Et on peut dire qu'en utilisant les deux indices physico-chimiques, la RPE, le DPPH, mais aussi les métabolomes antioxydants, on arrive à la conclusion que le cépage a un poids très important, suivi par les millésimes, et lui-même, il est suivi par des opérations préfermentaires, au niveau préfermentaire, comme l'ajout des antioxydants connus, le SO2 par exemple, du glutathion, des levures sèches inactivées ou le débourbage. Alors, si je prends un petit exemple, le SO2, où j'ai parlé en mon introduction, on voit ici qu'à travers de notre approche, on peut caractériser les matrices qui sont sensibles au SO2 et dire si ces matrices qui sont sensibles
qui est décidé que ces matrices qui sont sensibles au SO2 ne peuvent pas entrer dans des itinéraires de vérification qui sont vraiment très minimalistes. Au contraire, les matrices qui sont pas du tout sensibles au SO2, qui se situent ici dans la zone verte, sont plutôt des matrices qui ont un bagage antioxydant vraiment très important, qui vont véhiculer dans leur vie. Et ces bagages moléculaires antioxydants, il va les permettre de résister contre l'oxydation. Ça signifie que ces matrices peuvent entrer dans un itinéraire de vinification très minimaliste pour arriver à proposer vraiment des vins avec une diminution d'entrants, sans entrants ou peu d'entrants. Alors, pour compléter un peu nos résultats, on a questionné l'impact de l'élevage. On était centré sur l'impact du boisage, de la chauffe ou du potentiel tannique pendant l'élevage de vin. Et on a compris que la chauffe, essentiellement, on a testé des chauffes légères parce que les vins, parce qu'on a voulu vraiment rester très proche de la réalité œnologique. C'est des chauffes légères qui sont plutôt adaptées pour la vinification en blanc. On a compris que la chauffe du bois n'a pas d'impact sur la stabilité oxydative des vins. De l'autre côté, le potentiel tannique du bois, du fût, il était positivement corrélé avec la stabilité oxydative des vins. Et on comprend pourquoi, parce que les composés extraits du bois sont des composés qui vont entrer vraiment, qui sont plutôt représentant des anges gardiens du métabolome antioxydant des vins, qui vont vraiment permettre de maintenir le plus temps possible ce métabolome antioxydant naturel de la matrice avant la mise en bouteille. On a fait que confirmer l'impact positif de l'élevage sur lit. Et là, on a compris que les lits vont vraiment enrichir les métabolomes antioxydants parce qu'ils vont relarguer essentiellement des composés d'intérêt, des peptides, des acides aminés, des thiols qui composent les métabolomes antioxydants des vins. On a questionné aussi les conditionnements et les paramètres centrés autour de la mise en bouteille. Et on comprend qu'on a vraiment un impact qui peut être plus ou moins modéré de l'oxygène, des SO2, du glutathion. Par contre, sur l'analyse des vins qui étaient mis en bouteille pendant 10 à 15 ans, on comprend que le vin, il se conditionne vraiment pendant les premiers mois de sa vie, ça veut dire pendant les opérations fermentaires, les premiers mois d'élevage, et le conditionnement, il va faire qui est accélérer le destin d'un vin qui était conditionné vraiment au début de sa vie. Alors, aujourd'hui, par une contrainte du temps, je pourrais rester que synthétique sur ces aspects qui sont vraiment fondamentaux et très intéressants pour la profession. Alors, pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir ou apprendre plus de détails, vous avez directement la possibilité de consulter notre dernier article de compilation des travaux qui a paru récemment à la revue des œnologues. Et vous pouvez aussi poser des questions à la fin du webinaire ou m'envoyer des questions personnalisées par mail. Je suis entièrement à votre disposition. Alors, pour finir ma présentation, faire un peu les liens avec la présentation de Rémi qui suit. Alors, moi, je suis scientifique, je ne vends pas de produits biologiques. Par contre, notre approche analytique, qui était vraiment innovante, a suscité l'intérêt des industriels parce qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt d'avoir vraiment cette approche combinatoire pour expliquer des phénomènes qui sont très complexes. Alors, la complexité qui, pour le moment, nous faisait peur, on arrive vraiment bien la cerner. Alors, à travers des collaborations avec des industriels, on a mis
au service du développement de nouveaux ingrédients, notre approche croisée multi-échelle. Alors, sous cette base, on a travaillé avec Innobrands et je tiens à mentionner que tout ce travail est basé vraiment sur la thèse du docteur Florian Bahut, qui continue la thématique, qui le fait fleurir vraiment dans le laboratoire, parce qu'on voit que cette approche croisée multi-échelle peut vraiment amener à la conception des produits inologiques qui sont de plus en plus respectueuses de la matrice 20. Alors, sur la base des travaux du docteur Florian Bahut, on a travaillé sur la diversité de la fraction soluble des levures sèches inactivées. Alors, sans trop vouloir entrer dans les détails, on a travaillé sur l'impact de la souche de la levure et du processus de fabrication. On a des process plus ou moins standards ou des process qui optimisés, qui soulèvent un certain enrichissement de la fraction soluble en composés soufrés, type peptidique. Alors, le profilage moléculaire de ces différentes fractions solubles nous amène à comprendre que le glutathion, qui était vraiment la molécule cible par plusieurs industriels, peut expliquer que partiellement la composition chimique de la fraction soluble des levures sèches inactivées. En complétant avec l'analyse de l'estimation de la capacité antioxydante à travers de l'indice physico-chimique de ppH, on voit clairement que la concentration du glutathion n'est pas corrélée avec la capacité antioxydante de la fraction soluble de la levure. Par contre, la capacité antioxydante est liée au process d'accumulation du glutathion. Et là, on voit que pour une souche donnée, les protocoles de production optimisés nous amènent vers une très bonne capacité antioxydante. Chose qui amène vers une sélection des souches et des process au niveau de la biotechnologie, au service de la biotechnologie, pour cibler des produits qui par la suite ont un potentiel immunologique très important. Alors, dans ce concept, sans trop vouloir dévoiler qui est qui pour Amy, on a choisi la souche qui nous apparaissait la plus intéressante du point de vue immunologique et en lien direct avec la stabilité oxydative. Et Rémi, par la suite, il va vous présenter quelques résultats sur des applications essentiellement sous blanc et rosé. Alors, je vous remercie de votre attention. Avant tout, je remercie toute l'équipe de recherche, en particulièrement le professeur Philippe Schmidt-Copeland de Munich et mon collaborateur très étroit et très proche, professeur Rich Goujon, et en particulièrement Florian Bahut, qui dépense énormément d'énergie pour fleurir ce domaine de compétences déjà très peu exploré, qui concerne le développement des levures sèches inactivées avec des potentiels antioxydants très intéressants pour l'innologie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour à tous de nouveau. Donc, je vais prendre la suite de l'exposé de Maria pour vous présenter des aspects plus techniques et des résultats liés à l'utilisation donc du produit que nous avons pu développer donc en collaboration avec l'Université de Bourgogne. Donc, pour reprendre les propos de Maria, les propos introductifs de Maria, effectivement, le titre du webinaire était peut-être un peu provocateur et je la rejoins tout à fait. Protéger tous les vins blancs sans utiliser aucun intrant chimique, je partage son opinion, c'est quelque chose qui semble très difficile. Par contre, limiter les intrants chimiques et pour certains vins blancs, certains types de vinification, arriver à les minimiser au maximum, notamment dans les périodes d'élevage,
peut être réalisé, et notamment en améliorant la stabilité oxydative des vins blancs par l'utilisation de dérivés de levure. Donc, je reprends également des diapositives de Maria pour vous rappeler, puisque ça sera la base des développements que je vais vous présenter, ces éléments d'oxydation. Donc, à partir d'espèces réactives formées par réduction de l'oxygène, cette attaque des orthodiphénols, la production de quinone, sur lesquels beaucoup de nucléophiles vont s'ajouter, vont s'additionner. Donc, dans l'ordre, hein, Maria vous a cité les antioxydants classiques, glutathion, SO2, acide ascorbique, donc avec une perte des propriétés antioxydantes de ces composés ajoutés au vin. Les thiols variétaux qui vont s'additionner également avec une perte aromatique définitive, hein, puisqu'il s'agit de liaisons covalentes. Les composés phénoliques avec des réactions en cascade qui aboutissent à la formation de pigments bruns, voire à leur précipitation au final. Et puis des acides aminés. Cette addition aboutit à la formation d'aldéhydes d'oxydation. Donc, par rapport à ça, le métabolome antioxydant donc, issu des aspects préfermentaires, cépages et préfermentaires, mais également des mécanismes de vinification, a son rôle pour contrebalancer ces réactions négatives. Mais l'ajout de dérivés de levure riches en composés nucléophiles peut améliorer encore la stabilité oxydative naturelle des vins. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous avons travaillé avec l'Université de Bourgogne pour, en parallèle des travaux plus fondamentaux de métabolomique qui étaient développés au laboratoire donc, de Maria, essayer de mettre en place un nouvel indice donc, que l'on a baptisé avec Maria la fraction nucléophile, qui permet de caractériser justement la fraction soluble de dérivés de levure par rapport à leur capacité à piéger les quinones par addition de nucléophiles de l'ensemble des composés donc que ces dérivés de levure peuvent relarguer, composés nucléophiles. Et pour ce faire, on utilise en fait véritablement une réaction qui mime tout à fait la réaction qui a lieu dans les vins, c'est-à-dire qu'on utilise une quinone stable dont on suit le devenir. Donc ce screening de différents, on a appliqué cette méthode pour screener différents dérivés de levure, et ce qui nous a permis de sélectionner des dérivés de levure qui nous semblaient les plus intéressants. Donc vous avez évidemment le dérivé RO7 qui présente cette fraction nucléophile la plus élevée. Mais nous avons également utilisé le dérivé RO4, alors qui semble assez peu élevé en capacité en fraction nucléophile. Mais par contre, sa composition en nucléophile semblait vraiment différente. Et donc, il nous a semblé intéressant de regarder s'il pouvait également rentrer dans la composition d'un produit efficace. Donc, on a testé différentes proportions du mélange de ces deux produits et les tests que nous avons pu faire en petit volume nous ont orienté vers un mélange donc 80%, 20% de RO7 et RO4 qui apparaissaient dans ces premiers essais tout à fait efficaces. Donc, c'est à la suite donc de la finalisation, je dirais, du produit, de ce dérivé de levure, nous avons réalisé quelques crash tests avec l'aide de l'IFV de Pêche Rouge. Donc, ce sont des crash tests qui se sont basés sur la mesure de la teinte jaune dans les vins après 10 jours de stockage dans des tubes donc avec du Sauvignon blanc.
donc une vinification faible taux de SO2. Et pour la première expérience, donc le vin dans les tubes a été stocké à différentes températures, sans ajout de sulfite et sans ajout d'oxygène. Donc pendant 10 jours. Et vous voyez que donc à chaque fois le vin tel quel et le vin additionné donc du produit qui s'appelle l'Extra Ferm Defend. Et vous voyez que bon à 4 degrés il n'y a pas vraiment de différence entre le contrôle et l'Extra Ferm Defend. Il semble que l'évolution de la teinte jaune soit bloquée ou très très faible. En revanche, dès qu'on augmente la température, et bien qu'il n'y ait pas d'oxygène ajouté dans le vin, vous voyez qu'il y a une légère augmentation de la teinte jaune, mais cette évolution, donc dans le contrôle, mais cette évolution est bloquée par l'ajout d'Extra Ferm Defend. Donc on a bien c'est tout à fait cohérent avec le mécanisme d'action et la sélection en fait des composants de cette formulation qui, avec des composés nucléophiles qui s'additionnent sur les quinones et donc qui bloquent les évolutions, les évolutions liées aux composés phénoliques. Sur le même vin, nous avons également l'IFEV a également réalisé d'autres expérimentations, donc toujours en DML. Cette fois, avec pendant les 10 jours, une saturation par jour avec de l'oxygène, ça veut dire 8 mg par litre d'oxygène ajouté et consommé par le vin, et donc avec 2 modalités, avec ou sans sulfite. Bien évidemment, quand il y a du SO2, vous voyez qu'il n'y a pas de différence au bout des 10 jours de teinte entre le témoin, donc où il n'y a que le SO2, et le lot où, en plus du SO2, il y a Extra Ferm Defend. Donc, on a bien le SO2 qui est le premier bouclier, hein, Maria le rappelait, ce sont ces composés-là qui, en premier, vont s'additionner sur les quinones. Donc, le SO2, on confirme bien que c'est le premier bouclier. Par contre, en l'absence de SO2, le produit Extra Ferm Defend s'avère tout à fait efficace pour bloquer l'évolution de la teinte jaune, alors qu'elle évolue fortement dans le vin témoin. Dernière série d'essais que l'on a fait toujours dans ces DML. Là, on a fait varier. On a toujours le vin sans SO2 et on a fait varier en fait l'oxygène, donc avec ou sans oxygène. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec oxygène sans sulfite, donc ce sont les 2 histogrammes de gauche, bien le contrôle évolue, la teinte jaune dans le contrôle évolue alors qu'elle évolue très peu avec Extra Ferm Defend. Donc on confirme là l'aptitude de Defend à protéger les vins de l'oxydation dans ces conditions-là, en l'absence de sulfite ajouté. On est ensuite passé à plus grande échelle. Donc là, on va parler de tests à l'échelle pilote, donc de l'ordre de 50 à 1 hectolitre, hein, et jusqu'à l'échelle industrielle, donc de l'ordre de plusieurs centaines d'hectolitres. Et cette fois, l'efficacité du produit, nous l'avons mesurée à travers l'évolution de 3 paramètres. Alors, on n'a pas mesuré les 3 paramètres sur toutes les expérimentations, mais je vous choisirai des exemples qui montrent des exemples avec ces différents paramètres. Donc, nous avons choisi l'indice de résistance à l'oxydation, donc qui est issu de voltammétrie linéaire avec l'appareil Polyscan de Vivention que vous connaissez vraisemblablement. Nous avons également fait des dosages précis d'aldéhyde d'oxydation, donc auprès d'un laboratoire en Espagne, Excel Ibérica, donc dosage en GCMS. Et puis parce que ça reste quand même l'arbitre au final, des dégustations avec les panels d'œnologues chez qui on avait fait les essais ou des panels internes.
Donc, je vais vous présenter certains résultats sur tout le panel de tests que nous avons fait. Premier test à l'échelle pilote, toujours avec l'IFV de Pêche Rouge, donc sur un Sauvignon blanc en 2019. Une fermentation alcoolique classique, menée classiquement. Et nous avons donc fait un élevage 3 mois sur les lits, du vin sur ces lits, 6 mois ensuite sans lit. Et au final, enfin au début de l'élevage, donc on avait sulfité à 2 grammes hectolitres, mais sans qu'il y ait d'ajustement du SO2 durant l'élevage. Et donc à chaque fois, il y a comparaison de l'extra ferme diffand à 30 grammes hectolitres par rapport au vin non traité avec ce produit-là. Donc comme vous voyez, là c'est l'indice de résistance à l'oxydation donc fourni par le Polyscan. On s'aperçoit donc qu'il y a une augmentation de l'indice quand il y a ajout d'extra ferme diffand, donc qui traduit une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure stabilité oxydative. Ceci à 9 mois, donc à l'issue de l'élevage, donc au moment de l'embouteillage, mais également après 1 an en bouteille, donc c'est 9 mois d'élevage et 12 mois en bouteille, où la différence en fait est conservée avec une meilleure stabilité oxydative dans le vin traité avec extra ferme diffand. Sur ces échantillons-là, nous avons fait également après 9 mois d'élevage le dosage des aldéhydes d'oxydation. Alors, les teneurs restent très modestes, hein, même dans le vin contrôle, on n'a pas toutes les aldéhydes dosées sont en dessous de leur seuil de perception olfactive. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que de manière systématique, le vin traité avec extra ferme diffand a des teneurs en aldéhyde d'oxydation inférieures. Et donc, la somme, on a 20% d'aldéhyde en moins. Et nous verrons d'autres exemples qui sont peut-être plus parlants sur l'efficacité et le mode d'action de ce produit sur ces composés-là. Avec l'Université de Bourgogne, à la suite de la collaboration pour la mise au point de la fraction nucléophile, hein, cet indice que je vous présentais en début d'exposé, nous avons également travaillé sur la mise en place de ce produit sur des chardonnays bourguignons de différents terroirs, différentes régions. Donc là, je vous présente un exemple, celui des Hautes-Côtes de Beaune, donc en 2020. Fermentation alcoolique et malolactique tout à fait classique. 6 mois d'élevage sur lit et SO2 à l'embouteillage de 2 grammes hecto. Donc toujours modalité à 30 grammes hecto d'extra ferme diffand et par rapport à une modalité non traitée. Là, ce que nous avons fait, c'est essentiellement de la dégustation. Donc là, vous avez les résultats de dégustation. Alors, c'est après 6 mois d'élevage, pardon. J'ai une erreur sur ma diapositive. Donc, au moment de l'embouteillage. Et vous voyez avec les flèches rouges que le vin traité avec extra ferme diffand semble avoir des notes de fruité, des notes florales plus importantes et également une rondeur et une longueur en bouche plus importantes. Et cela se confirme, au moins en partie, après 1 an en bouteille. Donc, on a bien un produit qui semble préserver la fraîcheur, le côté floral et fruité des vins, et qui, et ça on le remarque de manière systématique, permet également d'augmenter la rondeur, la longueur en bouche des vins. Et on suppose que c'est le fait qu'il y ait des levures inactivées dans notre dérivé de levure, avec des relargages intéressants, notamment de polysaccharides. Donc, l'exemple que je vous montre est un des exemples sur les vins qu'on a suivis. Bien évidemment, l'efficacité d'extra ferme diffand est plus criante, je dirais, dans des vins à faible stabilité oxydative initiale. Il est bien évident que des vins qui ont une forte stabilité oxydative après les opérations préfermentaires et de vinification, l'effet d'extra ferme diffand ne va pas se voir immédiatement. On
pas de différence immédiate. Par contre, on peut s'attendre à avoir des différences sur le plus long terme. Dernier exemple, donc on passe à des cuves dans une cave, 300 hectolitres, une cave de Languedoc. Donc là, c'était une vinification sans sulfite ajouté sur un chardonnay. Et nous avons eu l'opportunité de comparer un vin contrôle, donc qui était la modalité utilisée par la cave pour son élevage de vin, donc un vin élevé sur ses lits, remis en suspension chaque jour. Et puis la modalité traitée, donc où les lits avaient été filtrés, donc le vin était sans lit, mais on avait ajouté 30 grammes hectolitres d'extraferme d'IFAD. Donc là, vous avez l'indice de résistance à l'oxydation sur l'histogramme à l'écran. Donc vous voyez qu'au temps zéro, donc à la mise en place de l'essai, au début de l'élevage, l'effet des lits est flagrant, avec une résistance à l'oxydation beaucoup plus importante dans le cas du témoin que dans le cas du vin traité. Mais les choses s'inversent au bout d'un mois et ont tendance visiblement à se stabiliser au bout d'un mois et demi. Donc l'effet des lits a plutôt tendance à s'amenuiser. Et donc on voit l'effet extraferme de manière intéressante sur la modalité traitée avec l'extraferme. À la fin de ces vins, on n'a pas pu mener le suivi véritablement jusqu'à son terme, mais au moment de la retiraison des vins par le négociant, l'œnologue de la cave n'avait décelé aucune déviation oxydative, pas plus dans le vin témoin, le contrôle, mais ça il y était habitué puisque c'est son procédé habituel, mais pas de note oxydative également dans le vin traité avec l'extraferme d'IFAD. Sur ces vins, donc après jusqu'à 3 mois d'élevage, on a réussi à faire un suivi des aldéhydes d'oxydation, et c'est relativement intéressant et tout à fait en ligne, cohérent avec les résultats d'indices de résistance à l'oxydation. Donc vous voyez que sur le témoin, on a une augmentation, une accumulation de ces aldéhydes d'oxydation. À 1 mois, 2 mois et 3 mois, les valeurs ne font qu'augmenter, toujours des valeurs faibles, et c'est un indice relativement intéressant de suivi précoce des mécanismes d'oxydation. À l'inverse, dans le vin traité avec extraferme d'IFAD, au bout de 2 mois, il semble qu'on atteint une stabilité. Donc, on n'a pas pu suivre plus longtemps, c'est un peu dommage, mais on atteint une stabilité, un peu à l'image de ce qu'on atteint de ce qu'on voit avec l'indice de résistance à l'oxydation, et qui démontre encore une fois l'effet de blocage de ce produit-là. Blocage des quinones, donc qui les empêche d'entrer dans les réactions qui amènent à la formation de ces aldéhydes d'oxydation avec les acides aminés. Donc pour conclure sur ce produit, donc comme je vous l'ai dit, c'est un mélange. C'est en fait un mélange d'une levure inactivée, qui est la fraction RO7, si vous vous souvenez du premier graphique, et d'une levure autodysée. Donc c'est un produit qui est partiellement soluble, à utiliser en élevage, et c'est la fraction soluble que l'on a caractérisée, et c'est celle qui est active. De par sa composition, donc c'est un produit qui est compatible avec les réglementations bio Union européenne et NOP aux États-Unis. Pour nous, le positionnement de ce produit, et c'est comme ça qu'il a été développé, c'est une addition en fin de fermentation alcoolique pour l'élevage. Addition sur vin blanc, mais également sur rosé. Et donc un produit qui permet de prévenir l'oxydation dans les vins classiques et les vins à faible ou sans SO2 durant l'élevage ou le stockage, et qui, en termes d'apport organoleptique, préserve bien entendu la fraîcheur des vins, c'est ce qu'on attend d'un produit à propriété antioxydante, mais également apporte de manière systématique de la rondeur.
Donc, je reste disponible comme Maria à la fin du webinaire pour répondre à certaines de vos questions. Et vous pouvez également donc me contacter directement ou contacter notre distributeur en France. Donc, contacter Rémi Lebrun, qui est le directeur technique donc, de Herbst Le France. Je vous remercie de votre attention. Merci Rémi. Donc j'invite aussi Maria à venir nous rejoindre avec sa webcam pour qu'on puisse commencer les questions. Très bien. Alors une première question, est-ce qu'on sait quelque chose pour les vins de base des effervescents? Alors on a, alors attendez, voilà. On a un retour, alors on n'a pas suivi véritablement d'expérimentation, mais on a un retour d'expérience d'un client. Alors le cas était un peu particulier puisque ce client cherchait à continuer de protéger des vins de base donc qu'il achetait, alors que ceux-ci avaient déjà des teneurs en SO2 total assez importantes. Donc, il ne pouvait pas rajouter de SO2 total, de SO2 pour le stockage. Donc, il a essayé notre produit. Et je dirais que la meilleure preuve de l'efficacité, c'est qu'il en a racheté. Donc, ça a tout à fait rempli son rôle. Et je l'ai eu dernièrement. Et en fait, il a observé que par rapport à la teneur en SO2 libre de ces vins, il a observé une préservation du SO2 libre beaucoup plus importante quand il y avait ajout de l'extra firm defend que quand il n'y avait pas d'extra firm defend. Donc, ce qui est tout à fait cohérent avec encore une fois les mécanismes d'action sous-jacents. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose sur les vins rosés? Il me semble que vous l'avez cité. Oui, je l'ai cité. Là, je les ai pas présentés. On a fait quelques expérimentations. Avec le même type de résultat que sur les blancs, en termes notamment de résistance à l'oxydation, donc de stabilité oxydative accrue par l'ajout du produit, et également la préservation du SO2, donc une diminution de la quantité de SO2 libre consommée par le vin au cours de l'élevage. Ok. Et les rouges? Alors les rouges, pour le moment, on n'a pas de retour. Alors, dans les rouges, notamment au niveau aromatique, le problème est quand même beaucoup plus complexe, puisque d'autres types, on n'est pas que sur des mécanismes d'addition nucléophile et d'oxydation d'aldéhyde. On a des phénomènes qui impliquent des lipides. Donc, pour le moment, pas véritablement de retour d'expérience là-dessus. Le produit a été véritablement formulé dans une optique vin blanc et vin rosé. Okay. Je ne sais pas si Maria veut ajouter quelque chose au point de vue théorique là-dessus. Nous, vraiment, on a mis à disposition nos compétences vis-à-vis de la caractérisation de milieux complexes parce qu'on a compris vraiment qu'une seule molécule ne peut pas vraiment exprimer ou expliquer des phénomènes qui sont très complexes. Alors, on a intégré cette diversité et puis on a caractérisé en concernant la facture soluble de levure ou de dérivés de levure. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à proposer une approche analytique qui permet de développer ou de questionner l'impact de la souche de la levure, de conditions de process d'élaboration vraiment sur la composition de cette fraction soluble qui est vraiment très riche, qui pour nous crée un environnement de composés qui peuvent vraiment enrichir le métabolome antioxydant intrinsèque de la matrice blanc. Parce qu'on est vraiment sur la même nature de composés. Les composés type thiol, peptide, qui provient des raisins qui par la suite seront libérés par la levure pendant l'élevage s'oublie. On est vraiment sur la même fraction moléculaire qui sera vraiment ajoutée ou qui va permettre d'enrichir le métabolome antioxydant de vin issu de la fraction soluble des levures, des dérivés de levure. Alors, c'est tout à fait cohérent. Rejoins Rémi. Avant de passer au vin, on a fait beaucoup d'études aussi en solution modèle et on voit clairement que ce type de peptides protège
l'oxydation des composés, ils limitent un peu l'oxydation des composés phénoliques quand on les met en compétition avec les SO2 ou l'acide ascorbique. Alors, pour moi, ce sont vraiment des futurs antioxydants qui peuvent être proposés en mélange pour enrichir la capacité intrinsèque naturelle de vin et limiter les entrants chimiques comme on les attend. Ok. Alors, on me demande, y a-t-il des pratiques viticoles identifiées permettant de renforcer la résistance à l'oxydation, des pratiques viticoles, ou d'améliorer le métabolome antioxydant? Alors, vraiment, les premières études, on a développé tous ces outils sur le vin parce qu'on a voulu caractériser cette capacité, la composition de cette capacité antioxydante. Et on a compris qu'il s'agit essentiellement des peptides, des composés soufrés, azoto soufrés. Alors, tous ces composés, en grande partie, proviennent du raisin. Et là, l'étape qu'on souhaite vraiment développer, c'est déplacer les curseurs vers les raisins pour commencer. Là, on est en train vraiment de monter un projet de recherche sur cette direction pour développer des indices qui peuvent permettre de caractériser la stabilité oxydative, cette fois-ci, des raisins et des mous, pour questionner l'impact des particules culturelles et des conditions climatiques, etc. Parce qu'on sait que c'est vraiment le facteur numéro 1 qui exprime l'effet millésime. Alors, quand on parle d'effet millésime, on parle de l'effet composition du raisin qui est par la suite extrapolé pendant les opérations complémentaires, le pressurage, la vinification. Alors oui, on n'a pas encore les questions, mais on va vers cette direction en déplaçant les curseurs vers la matrice raisin et mou. Les pratiques viticoles, oui, parce qu'on a, à travers de nos échantillons, on a eu accès à des extraits des étudiants d'ENO qui ont travaillé sur l'herbage, etc. Mais ça reste un peu encore très précoce. On peut pas étendre les résultats des conclusions très générales. Ok. Ensuite, on a une question. Est-ce que la partie nucléophile soluble trouble les vins? Non, parce qu'elle est soluble. Alors, tout ce qui est soluble ne crée pas de troubles. Alors, on est vraiment sur la fraction moléculaire parce qu'on parle des composés qui ont une taille en maximum 700 kilodalton. Alors, on est sur des petites molécules. On n'est pas sur la macromolécule, sur des macromolécules qui créent les troubles dans le vin comme on l'attend. Ok. Donc, on continue avec une question. Quel est le lien entre NTU et stabilité oxydative en préfermentaire? Oui, on a questionné parce que c'est vraiment une tradition, une technique entre guillemets traditionnelle de la Bourgogne. Alors, on a questionné l'impact du niveau de débourbage sur le chardonnay concernant la stabilité oxydative des vins. Et là, on a compris des choses. Déjà, il y a des millésimes. Bon, si on veut vraiment augmenter la stabilité oxydative des vins pendant l'élevage sur lit, on doit avoir une masse importante d'élite qui provient essentiellement des bourbes. Ça veut dire le débourbage des NCU élevés permet d'avoir une masse d'élite plus importante, en conséquence d'extraire beaucoup plus de composés qui enrichissent par la suite les métabolomes antioxydants. Par contre, on a compris aussi qu'il y en a un effet millésime, et là, je pense que c'est l'étude qu'on va entamer sur les raisins qui va nous amener la réponse, qu'il a des millésimes où on n'arrive pas à atteindre un niveau de turbidité souhaité, parce qu'on a une composition vraiment du raisin qui est pauvre à cette fraction et qui nous amène vers des mous qui sont plutôt clairs. Alors, on souhaite avoir des NTU élevés pour préserver derrière les lits. Et, par contre, il y a des millésimes où cette manip n'est pas du tout possible. C'est pas possible. On ne peut pas extraire ce qui n'est pas dans le raisin. Pas présent. Ok. Et quand est-ce qu'on aura les résultats de vos travaux sur le raisin?
Quand est-ce qu'on peut organiser un deuxième webinaire? J'espère que le projet il va commencer en 2023. Alors, d'ici, ouais, j'espère 3-4 ans, on pourra vraiment publier les premiers travaux qui vont concerner cette fois-ci la stabilité oxydative du raisin. Moi, je l'attends avec impatience, mais j'ai mis du temps pour trouver les financiers, les bons partenaires pour avancer sur cette direction. Ok. Et donc, on a une autre question. Donc, je ne sais pas si Rémi a partiellement répondu à ça. Quelle est la composition de votre produit? Donc, c'est 80% de levure inactivée et 20% de levure autolysée. Donc, c'est un positionnement en fin de fermentation alcoolique pour ensuite, après soutirage, avoir la fraction soluble en cours d'élevage. Très bien. Alors, je vais demander au public si le public a encore quelques petites questions à nous poser. C'est vrai qu'on est quasiment à la fin du webinaire, il est plus de 18 heures. Est-ce que vous avez encore des perplexités ou est-ce que, par exemple, Maria a envie de poser une question à Rémi ou vice-versa, même si vous travaillez, vous travaillez depuis un moment ensemble, donc j'imagine que vous avez levé toutes les perplexités, mais on ne sait jamais, ça peut être le moment. Je n'ai pas de questions, je voulais simplement remercier Rémi vraiment pour sa confiance, parce qu'il nous a fait confiance. On s'est lancé dans l'aventure sans vraiment pouvoir garantir dès le début les résultats. Il a fait confiance à nos expertises et les résultats, il est là. Après, c'est pas récent. On a commencé à travailler ensemble en 2008, petit à petit. Et là, les choses commencent à prendre forme. Et moi, je suis vraiment heureuse parce que je l'ai aidé de développer un nouveau produit œnologique qui nous amène vraiment vers une intégration d'une notion qui est difficile à cerner dans le cerveau des œnologues, mais aussi mes étudiants ici en DNO, de la diversité. C'est-à-dire, une molécule peut amener une certaine activité antioxydante, comme le glutathion. Par contre, si on va en force, si on parle d'un ensemble de molécules de la même famille, là, on va gagner parce qu'on voit à travers vraiment les résultats du docteur Bahut qu'on a des composés qui sont minoritaires, qui sont présents dans cette fraction soluble de levure. Ils ont une activité antioxydante bien supérieure du glutathion qui se retrouve en abondance dans les milieux. Alors, on s'intéresse vraiment à d'autres composés minoritaires, mais avec des activités très importantes, chose qui nous amène vers l'intégration de cette diversité d'un environnement chimique qui va enrichir le vin, qui va l'amener bien jusqu'à la mise en bouteille. Pourquoi pas garantir un potentiel de garde de quelques années. Moi, je ne peux que rendre les remerciements à Maria, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé au laboratoire, alors avec l'idée de dire le glutathion est un des acteurs de la partie, mais pas forcément le seul, j'ai trouvé un écho favorable et on a pu commencer cette collaboration qui se concrétise par ce produit dont je vous ai présenté donc l'intérêt et qui se poursuit sur d'autres sujets, notamment liés à l'oxydation des vins rouges. Donc, merci également. To be continued. Alors, on peut s'attendre à des surprises dans le futur et ça fait plaisir de voir que la recherche répond vraiment aux besoins des producteurs et puis du marché aussi, hein, quelque part. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi en tant qu'info. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, si, une autre question qui vient d'arriver. Ok. Est-ce qu'on peut ajouter les LSI avant la mise en bouteille si cela ne trouble pas et ne touche pas
à la filtrabilité des vins? Alors, pas notre produit, parce qu'il n'est pas entièrement soluble. Hein. Il y a des levures inactivées, donc par nature, c'est pas entièrement soluble. Et puis, il y a des levures autolysées, donc en termes législatifs, il faut qu'il y ait quand même une petite fermentation qui soit encore en cours. Donc, c'est pour ça qu'on positionne, nous, en fin de fermentation alcoolique. Ok. Est-ce que Maria veut compléter? Non, mais ça, c'est l'aspect pratique au niveau de la mise en place. Nous, on a travaillé vraiment sur l'impact. On a commencé par le glutathion parce que tout le monde en parlait. Et, il fallait le faire, la manip. On a compris que la présence de ce type de composés est très importante pour le vin. Par contre, les devenus, le destin des vins, se conditionne vraiment pendant la phase, la toute première phase d'extraction du raisin, pendant le pressourage et après la fermentation alcoolique. Alors, plus tôt il est mis, mieux c'est, parce qu'on prépare comme ça le vin de résister contre l'oxydation. S'il est ajouté avant le conditionnement, avant la mise en bouteille, il peut avoir un effet positif, mais je ne suis pas convaincue qu'il aura un effet si important que s'il était ajouté en amont. Ok. Donc on continue. Qu'apporte techniquement la levure autolysée dans le mélange, puisque la fraction soluble est dans la LSI? Si j'ai bien compris, me dit-on. La fraction soluble est dans les deux. Hein, Voilà. quand on a fait le mélange, les deux ont une fraction soluble. Hein, et en fait, on a choisi de mettre ce pourcentage modeste de levure autolysée parce qu'elle avait une composition nucléophile différente de la levure inactivée. Donc, ça nous avait paru dans l'approche complexité, diversité des nucléophiles, ça nous a semblé intéressant d'augmenter la diversité des nucléophiles par l'ajout de 20% de cette levure autolysée. Ok. Alors, le produit a-t-il un effet secondaire d'activateur de la fermentation alcoolique ou de la malolactique? Légèrement par la levure autolysée, mais il n'y en a que 20%. Hein, donc l'apport en azote assimilable est faible. Donc on n'a pas vu dans l'intégralité de nos essais aucun départ en malo intempestif qui aurait pu être dû à l'ajout d'azote assimilable. Donc pas de souci à avoir par rapport à cet effet, mais il a un petit effet activateur pour bien finaliser les FA. Okay. Maria, vous voulez ajouter quelque chose? Entièrement Rémi. Nous, on a commencé par ça. Quand Florian il est arrivé au labo, il est arrivé en master, alors on a questionné un peu dans ces contextes l'impact au niveau de la fermentation alcoolique et de la malo. Et là, on a vu la dose inologique qui est recommandée. Vraiment, l'apport en azote assimilable, il est très, 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 très faible. Alors, on n'attend pas à voir vraiment une activation comme on le souhaite pour la phase fermentaire, soit pour la FA, soit pour la malo. On peut avoir quelques effets, mais ce n'est pas vraiment le produit dédié à cette application. Ok. Une autre question. Pour des vins sans intrants chimiques, vous avez parlé de composés biologiques dits inactifs, LSI. Et qu'est-ce qu'il en est, qu'en est-il des micro-organismes dits actifs, levures et bactéries bioprotectantes, pour la bioprotection, et quel est leur effet dans ces vins? Une question assez générale de Scott. La bioprotection, c'est tout un autre sujet. Petite ouverture pour un autre webinaire peut-être. Les travaux des gens d'ailleurs qui sont publiés sur les sujets. Après, il faut s'intéresser, voir un peu l'impact de ces bioprotecteurs qui sont ajoutés pendant la phase préfermentaire sur le vin fini, du point de vue de la stabilité oxydative.
Et là, je pense qu'on peut avoir un intérêt. Par contre, il y a l'étape du débourbage qui va vraiment appauvrir les milieux en particules. Et les bioprotecteurs vont faire partie plutôt des grosses particules qui vont être éliminées pendant la phase du débourbage. Alors, je ne peux pas parler directement d'un impact positif ou négatif, mais je vois l'intérêt de faire les liens. Par contre, ça reste à explorer. Ok, donc j'imagine que ça répond à la question de Scott pour l'instant. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part du public qui, pour l'instant, a posé quand même pas mal de questions intéressantes. Donc, je vous remercie aussi pour votre réactivité et surtout à 6h15 du soir. Donc, merci. Alors, sachant que ce webinaire sera publié aussi sur InfoWine et je pense qu'aussi No Brands enverra le replay avant que tout le monde puisse le voir. Donc, si jamais vous avez des questions après, dans un deuxième lieu, vous pourrez toujours contacter Rémi ou Maria si vous voulez éventuellement par notre intermédiaire. Ah, voilà une question. Donc, connaît-on part du métabolome antioxydant éliminé au débourbage? Donc, Jérôme répondu. Les métabolomes, des métabolites sont plutôt des molécules qui sont solubles. Alors, sont essentiellement des composés ou des fractions des peptides, des fractions de protéines, des petits peptides qui sont solubles. Alors, ils sont très rapidement extraits parce qu'ils sont des composés qui sont très hydrophiles. Alors, ils sont extraits vraiment dès le début du pressurage. Et l'idée, c'est derrière comprendre vraiment l'impact de la fraction du raisin sur le métabolome antioxydant global. C'est pour ça qu'on doit, comme je l'ai dit, déplacer les curseurs du vin au raisin et commencer un peu à estimer et caractériser cette fraction du métabolome antioxydant qui provient du raisin. En tout cas, on est sur des composés qui sont très hydrophiles et très facilement extraits pendant les opérations préferentielles. Ok, bah, très bien. Alors, moi, je vais remercier donc Maria et Rémi pour ce webinaire très intéressant et donner rendez-vous aux lecteurs et au public sur notre journal InfoWine. Et je vais laisser du coup les mots de la fin à Maria et ensuite à Rémi. Vas-y, Maria. Mais moi, je vous remercie pour votre présence, pour votre patience. Je me réjouis de partager cette connaissance parce que c'est ma vocation primaire. Alors, je suis contente, je suis ouverte à toute question et des commentaires parce que personne n'est parfaite. Alors, je suis là pour m'améliorer. Et je pense qu'une grosse partie de mes travaux a été inspirée à travers des discussions que j'ai eues avec des professionnels. Alors, je suis œnologue, je peux comprendre les professionnels et je souhaite de plus en plus être en contact avec vous pour m'aider à orienter mes recherches vers des choses qui intéressent vraiment la profession. Très bien, mais j'espère que ces questions vous ont aussi plu. Ah oui, c'est super, c'est un échange très enrichissant. Très bien. À vous, Rémi, le mot de la fin? Remercier évidemment l'assistance pour l'attention, les questions effectivement intéressantes et qui ont permis de développer des aspects complémentaires. Et je voulais remercier Maria parce que je pense que Maria arrive à faire passer un message complexe sans nous inonder de chimie. Elle sait le faire, hein, mais elle s'est retenue. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir cette approche globale du raisin à la mise en bouteille et globale au niveau de la chimie du vin. Je pense que l'avenir en œnologie, si on veut
avoir cette onologie personnalisée et également des outils et des produits efficaces, c'est de prendre les phénomènes dans leur globalité et pas sous l'angle d'un seul composé ou d'un seul phénomène. Très bien. Merci Rémi et au revoir à tous. Bonne soirée. Merci, et bonne continuation de bon travail. Au revoir.